On va faire maintenant un point évidemment sur le contexte économique qui est évidemment pas neutre, hein, compte tenu de tout ce qui se passe sur le plan du climat, avec l'impact actuel de l'inflation. Je vais demander à Karine Berger de me rejoindre maintenant sur scène. Bonjour Karine Berger, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Pour démarrer nos travaux. Vous êtes la secrétaire générale de l'INSEE. Karine Berger, bon, tout simplement, on va parler de l'environnement économique évidemment actuel aujourd'hui. Peut-être quelques mots avant d'en venir à l'impact évidemment de ce contexte sur les problèmes climatiques par exemple que nous connaissons. Oui, je crois que c'est important de partir quand même de la situation macroéconomique parce qu'on a un peu perdu le fil après la grosse crise de 2020. Il y a 3 idées à retenir, je pense, de la situation actuelle. 1, l'inflation. Il faut prendre ce sujet très au sérieux et on n'en est en fait qu'au début de l'histoire. Deuxièmement, deuxième idée, les croissances économiques résistent. Et ça, c'est quelque chose qui, par ailleurs, n'est pas très bien connu aujourd'hui. Puis troisième idée, inflation plus croissance économique qui résiste, ben, ça signifie que les situations de politique monétaire et budgétaire sont très très différentes de celles d'avant 2020 et je finirai là-dessus sur ce point général. Premièrement, l'inflation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a à peu près 6% d'inflation dans la zone euro, à peu près 6% en zone comparable en France. Et ça dure depuis 18 mois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'accumule. C'est une exponentielle, hein, c'est un pourcentage qui s'accumule. Et donc, aujourd'hui, on a un changement très profond de la relation au prix. Alors, les explications de fond, elles sont trop nombreuses pour que je puisse revenir dessus. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas que un choc énergétique post-Covid. Les États-Unis avaient donné des signaux forts de reprise de l'inflation, même avant la crise du Covid, du fait des tensions sur le marché du travail. De manière générale, on est dans un moment où la réalité des prix apparaît. C'est-à-dire qu'après beaucoup d'années où des politiques monétaires extrêmement favorables ont fait qu'il y avait beaucoup de capital dont la productivité réelle reste quand même à démontrer, à mon avis, dans le futur, après ces années-là, eh ben on est dans un moment où les prix se révèlent. Et on a des effets actuellement assez embêtants, c'est que comme les prix se révèlent, eh ben les entreprises réagissent comme elles peuvent. Et l'INSEE a fait des enquêtes cet hiver. On a plus de la moitié des entreprises françaises qui pourraient agir aux évolutions de coûts, sont prêts à augmenter leurs prix et leurs marges. Il y a un certain nombre de polémiques sur les industries agroalimentaires actuellement. Ça, c'est le premier point. L'inflation, elle est là et elle va durer parce qu'on a des effets d'enroulement et des effets aussi de révélation de prix. Pour autant, deuxième point, la croissance économique résiste. Dans le monde, on va avoir cette année, l'année prochaine, les années qui viennent, à peu près 3% de croissance par an. C'est pas si mal. C'est pas énorme, c'est moins qu'avant, mais c'est pas si mal. En France, en zone euro, on sera quelque part cette année entre 0,5% et 1%. Là, c'est déjà un peu moins bien. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme choc d'inflation qui, sur le premier effet de demande, est très important. Mais, et ça c'est une idée fondamentale pour la suite des événements et le choc écologique, mais, contrairement à une légende urbaine, la mondialisation est en pleine forme, le commerce mondial est en pleine forme et le PIB mondial n'a jamais été aussi élevé qu'avant. On est dans un monde qui n'a jamais autant produit, on est dans un monde qui n'a jamais autant échangé. Donc toutes les idées qu'on a eues au moment de la crise du Covid, comme quoi on avait changé de modèle, sont fausses aujourd'hui. On est bel et bien dans un monde comme avant, où la croissance de la valeur ajoutée est là. Mais, et c'est le troisième point qu'il faut avoir en tête, ça se fait, cette croissance économique, elle se fait à un prix très important pour le monde de demain et notamment particulièrement pour le monde des assureurs. C'est qu'on est, la France, si je prends la France, on est avec une dette publique de 110% du PIB et des politiques monétaires, des augmentations de taux d'intérêt en l'espace de 18 mois, de 300, 400, 500 points de base selon la façon, selon la maturité qu'on prend. Ça, c'est quelque chose qui bloque dans le futur énormément de décisions d'investissement, énormément de décisions de couverture, énormément de décisions de prospective à moyen long terme. Aujourd'hui, politique monétaire, politique budgétaire dans le monde font que
on est plutôt dans une situation où on n'a pas vraiment des marges de manœuvre. Et dans le cas de la France en particulier, et là ce n'est pas de moi, c'est la directrice du budget, ce qui est plus inquiétant qu'il dit, on est passé en 2-3 ans d'une situation de pays moyen de la zone euro à une situation plutôt de pays du Sud. Alors dans ce contexte, on le voit dans un contexte mitigé, hein, avec des vrais points d'interrogation, des difficultés, mais quand même des croissances et une économie qui fonctionne bien, en tout cas mondialement. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact, dans ce contexte-là, du changement climatique? Vous connaissez tout ça, tous les chiffres, vous les maniez tous les jours. Est-ce qu'il y a des méthodes de calcul pour calculer cet impact? Alors là, on est sur des choses qui sont en fait assez touffues et assez contradictoires. Il y a quelque chose d'assez facile à faire, facile est vraiment un terme mal choisi, mais bon, en tout cas d'accès accessible, c'est au fond quels sont les investissements nécessaires pour changer un certain nombre de modèles de production, le énergétique, le modèle bâtimentaire, etc. Donc il y a un rapport récent de Pisani-Ferry qui dit... Pour la France, on est sur 2,5% de PIB, donc à peu près 60-70 milliards. C'est à peu près ce qu'on a mis pour lutter contre la crise du Covid. Donc c'est des chiffrages en termes d'investissement qui ne sont pas aberrants. Deuxième façon de se poser la question, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer dans la fameuse production actuelle ce qui coûte à l'environnement, c'est-à-dire la trace carbone de notre PIB. L'INSEE est en train de faire ça. On va publier dans très peu de temps les premiers chiffres du poids carbone du PIB et de la valeur ajoutée. Et ça, là aussi, c'est pas quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire, c'est votre métier. C'est de se dire, au fond, le réchauffement climatique, ça fait combien en termes de PIB mondial dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans? Alors là, les chiffrages sont très divers. On évalue, les évaluations sont quelque part entre un coût global pour la planète de 5% de PIB et un coût global pour la planète de 35% de PIB. On est bien au-delà des marges d'erreur que l'INSEE se permet sur la publication des comptes trimestriels ou des comptes annuels. On a une incertitude majeure, mais quand même deux idées. Première idée, en moyenne, c'est pas si énorme que ça. C'est-à-dire qu'un coût de 10% de PIB, c'est ni plus ni moins que la récession mondiale du Covid de 2020. On n'est pas sur des choses qui sont suffisamment puissantes pour permettre de lever des drapeaux. Mais à l'inverse, ce ne sont que des moyennes. Et là, je parle à des spécialistes du domaine. En fait, le sujet, dans ces cas de risque ou de conséquences sur le PIB négatif, ce n'est pas la moyenne. C'est évidemment la queue de distribution. C'est le bout de la gaussienne. Et là, c'est là où apparaissent les fameux événements extrêmes. Et ces événements extrêmes, eh bien, ils rendent la projection totalement différente. C'est-à-dire que d'une moyenne où on estime que en 50 ans, si on ne fait rien, le réchauffement climatique nous coûtera 10% de PIB mondial ou 15% de PIB mondial, eh bien, on bascule brutalement sur 35 ou 40%. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 2 années de récession mondiale. 2 années seulement. 2020, Covid, et la deuxième, et je crois que M. Le Pape était au cœur du cyclone à ce moment-là, c'est 2008. Il n'y a pas eu d'autres récessions mondiales. On est dans un monde où ce sont des événements extrêmes, la faillite de Lehman Brothers, et puis l'arrivée d'un virus mondial qui balance le PIB mondial en récession. Ben, c'est exactement ce qui risque de se passer sur le réchauffement climatique. Si on est rationnel et si on essaye d'estimer quel va être le coût moyen, il ne se passera pas énormément de choses parce que voilà, les sécheresses, les inondations coûtent, mais pas tant que ça. Et puis le moment où on fait rentrer quelques événements extrêmes qui sont systémiques, eh ben c'est là où ça bascule. Merci beaucoup. Vos propos, je vous le dis tout de suite, déclenchent déjà beaucoup de questions via notre outil Klaxoon. D'ailleurs, je vous encourage à continuer à poser vos questions auxquelles vous allez pouvoir répondre dans quelques minutes. J'ai quand même une dernière question. Comment les risques au fond macro peuvent-ils impacter encore plus, je dirais que les risques micro pour la réassurance, hein, c'est vraiment catastrophe naturelle, c'est vraiment le sujet du jour. Alors vous êtes des spécialistes, enfin CCR est spécialiste sur l'analyse micro, c'est-à-dire au fond on est capable d'ajouter un certain nombre d'éléments, de faire des simulations et de voir ce qui se passe. Mais la question inverse, c'est-à-dire au fond à quel moment la macroéconomie accélère le modèle et le fait basculer, ce qui est exactement ce qui s'est passé en 2008. Hein. En 2008, toutes les banques étaient capables de simuler le risque de faillite d'un secteur immobilier aux États-Unis. Personne n'était capable de mettre tout ceci en système et de faire basculer le système. Donc
les risques macro aujourd'hui, je pense, en tout cas à court terme, il y en a deux qu'il faut prendre très au sérieux. L'inflation et la remontée des taux d'intérêt, c'est une gestion ALM pour les assureurs extrêmement différente de celle des 30 dernières années. L'évaluation, l'impact sur le fixed income de la remontée inflationniste et des taux au cours des 18 derniers mois modifie totalement la structure des bilans. Et ce risque-là, cette capacité-là à évaluer tout simplement comment on se couvre à 20 ans, à 30 ans avec un actif qui tient un peu la route, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour le FMI, est le risque majeur. C'est le risque majeur, parce que si jamais on n'est pas capable de construire ça, eh bien la question de la possibilité de s'assurer, du coût de l'assurance, va se poser assez rapidement, ça a été déjà évoqué. Et puis le deuxième sujet, et puis j'en resterai là, je pense qu'on ne mesure pas encore, comment dire, l'effet systémique du monde sur nos économies à nous. Si la Chine, ou si l'Afrique, ou si l'Amérique latine souffrent beaucoup plus que nous des conséquences écologiques et des conséquences des réchauffements climatiques, notre capacité d'adaptation sera annihilée. Il s'agit évidemment de savoir, quand on a une sécheresse, combien ça coûte à la France et jusqu'à quel point on est capable d'assurer le pays, ou de réassurer le pays plus exactement sur ce type de conséquences. Mais quand les sécheresses sont en Afrique, en Chine, etc., et ont des conséquences macroéconomiques sur le reste de la planète, ça c'est quelque chose qui évidemment nos systèmes d'assurance, nos systèmes de réassurance ne savent pas mesurer, ne savent pas intégrer, et c'est ça qui probablement sera le facteur le plus fragilisant dans 20 ou 30 ans. Merci beaucoup. Déjà deux questions de la part de nos invités. La première question, comment se réjouir, je cite, de la poursuite de la croissance mondiale vu l'atténuation indispensable ? Alors ça, c'est un débat très polémique et très politique. Je fais partie des incroyables optimistes qui, je reste persuadée moi que la valeur ajoutée, c'est de l'intelligence humaine, et que donc là, il y a une distinction entre la croissance économique et la croissance de l'intelligence, de la valeur ajoutée, et la croissance de la production qui, elle, est bel et bien quelque chose qui à un moment ou un autre se heurte à la limitation du lithium, à la limitation du nickel. Elon Musk qui est en train d'acheter toutes les mines de nickel dans le monde pour être certain d'être le seul à pouvoir fabriquer des batteries dans quelques années. Donc moi, je reste persuadée que la question de la limitation de la production est un vrai sujet, ou de la transformation de la production, mais la limitation de la valeur ajoutée de l'innovation et de l'intelligence humaine n'en est pas encore un. Mais je suis minoritaire et je suis certaine que dans la salle, les positions sont très diverses. Autre question, est-ce que vous avez déjà des projections, bon, on revient à l'inflation, pour 2023, 2024, 2025? J'entendais ce matin qu'aux États-Unis, ça a l'air, je parle de l'inflation, d'aller un peu mieux. Ouais. Alors, on est en France aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. Alors l'INSEE n'a pas de projection aussi loin, mais il existe évidemment un certain nombre de projections, et puis on voit à peu près comment ça va se passer. On va avoir un effet de ralentissement, enfin de réduction de l'inflation. Ça s'appelle un effet de base, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, quand c'est monté très très haut une année, évidemment l'année d'après ça monte moins. Donc du 6%, on va forcément petit à petit se remettre à baisser. Mais ce que je disais au premier point, le problème c'est que là, aujourd'hui, ce qu'on a tous oublié, parce que même ma génération n'a pas eu à faire des boucles inflation-salaire quand elle était à Bercy, ce qu'on a tous oublié, c'est les effets de second tour, de troisième tour, et surtout l'incapacité des uns et des autres de maîtriser ce qu'on appelle les anticipations monétaires, c'est-à-dire la capacité de savoir quel est le bon prix. Aujourd'hui, les entreprises françaises qui augmentent leurs marges, et ça on le voit à l'INSEE, c'est probablement pas parce qu'elles veulent augmenter leur marge, c'est parce qu'elles ont perdu un peu le bon niveau de prix. Eh bien, ces effets-là, et puis évidemment, il y a aussi le fait qu'il y a des salaires qui vont forcément augmenter du fait des tensions sur le marché du travail. Ces effets-là, eux, ne s'arrêteront absolument pas dans les mois qui viennent. Donc, au-delà de l'effet de base qui va faire que l'inflation va petit à petit s'atténuer, il n'empêche que la dynamique de fond, elle, je le pense, va rester pas mal de temps. Autre question, Karine Berger. Comment la France et l'Europe peuvent commencer à s'adapter si le reste du monde ne change pas de modèle productif? Point d'interrogation. Question directe. C'était le deuxième point par lequel j'ai conclu. Je ne crois absolument pas à un calcul économique rationnel qui se limiterait
à la France ou même à l'Europe. Encore une fois, les 2 exemples de récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale montrent que les chocs exogènes, et même un seul choc exogène au niveau mondial, envoie l'intégralité du système en récession par des effets endogènes qui sont à peu près immaîtrisables et impossibles à prévoir. Donc s'il n'y a pas d'évolution mondiale, eh bien, quels que soient les efforts qu'on fera, que nous ferons, que nous devons faire contre le réchauffement climatique en France, en Europe, et j'espère sincèrement qu'on arrivera à prendre les bonnes décisions pour le faire, ça limitera peut-être un tout petit peu les conséquences chez nous, que ce soit en termes de sécheresse et inondation, mais ça n'empêchera pas que les effets au niveau mondial et des effets au niveau mondial se répercutent de manière très forte sur les économies françaises et européennes. Et ça, c'est les générations suivantes qui devront trouver les bonnes idées pour faire en sorte que ça ne se produise pas de manière trop rigoureuse pour tout le monde. Merci beaucoup Karine Berger, merci d'avoir bien cadré les choses.